On dit souvent que les routes de l'Élysée passent par Alger. Et manifestement, durant sa course à la présidentielle, le candidat Emmanuel Macron l'avait bien compris. Compte tenu du rôle que joue l'Algérie dans notre histoire, dans notre pays, dans l'avenir aussi qui est le nôtre et qui est celui du Maghreb et de l'Afrique, il est indispensable, durant une campagne présidentielle, de venir faire une telle visite. En février 2017, il passe 2 jours en Algérie. Une visite qui va façonner ses futures relations avec le pouvoir algérien, entre complaisance à l'égard d'un président fantôme, rencontre avec des hommes d'affaires aujourd'hui derrière les barreaux, et ignorance des aspirations démocratiques de millions d'Algériens. Et on a marre de ce pouvoir. Enquête sur les compromissions d'Emmanuel Macron avec le régime algérien. Il fallait me dire que vous vouliez poser toutes ces questions parce que je n'aurais pas accepté votre invitation. « 13 février 2017. Le candidat d'En Marche arrive à Alger pour une visite express de 2 jours. Accueilli par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, il est reçu avec les honneurs d'un chef d'État. Bonjour, je viens vous voir après. Au revoir, mon ami. En plus des officiels, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, l'équivalent algérien du MEDEF. À sa tête, Ali Haddad, surnommé le patron des patrons. Je pense que la fonction, la vocation de la France et de ses entreprises, c'est de contribuer à la diversification de l'économie algérienne, diversification qui est en cours, et de pouvoir travailler avec la vitalité de son tissu d'entrepreneurs que FCE illustre parfaitement. Pour le journaliste Mark Endeveld, le candidat d'En Marche s'est d'emblée compromis avec un régime discrédité. Emmanuel Macron, quand il va en Algérie, il ne fait pas le choix, à l'époque, de rencontrer la société civile, des représentants associatifs, des journalistes ou des gens qui veulent ouvrir le régime algérien. Il rencontre des officiels algériens et il rencontre les oligarques algériens qui font partie aussi du problème en Algérie, à l'époque, du blocage de la société algérienne. C'est pas le plus judicieux, à la fois pour un candidat à l'époque qui se présente comme voulant renouveler la politique française, y compris à l'international, et c'est pas le plus judicieux au regard de la suite de l'histoire, mais au regard également des contradictions internes et des rapports de force au sein de la société algérienne qui s'exprimaient déjà en 2017. Cette main tendue du candidat d'En Marche au milieu d'affaires algérien intervient dans un contexte bien particulier. En ce début 2017, Emmanuel Macron sillonne la planète pour inciter de riches donataires à financer sa campagne. Mais de Londres à Singapour, en passant par Beyrouth, il ne récoltera qu'environ 5 millions d'euros. Quand il se rend à Alger en février 2017, les caisses d'En Marche sont pratiquement vides. C'est d'autant plus problématique que les banques rechignent alors à lui débloquer des prêts. En réalité, encore une fois, il suffit de regarder les comptes de campagne déposés à la Commission nationale des comptes de campagne pour s'apercevoir qu'au niveau des comptes déposés, soyons précis, au niveau des dons privés, il n'a déposé que 5 millions d'euros de dons, environ 4 millions issus de ce qui deviendra le Parti En Marche, et 1 million environ déposé au niveau de l'association de campagne du candidat. Le reste du budget de la campagne déposée en juillet 2017 après la campagne au niveau de la commission des comptes de campagne, le reste du budget est composé à environ d'11 millions d'euros de prêts qu'il n'obtient qu'en toute fin de campagne, c'est-à-dire quelques jours avant le premier tour et entre les 2 tours. Et donc effectivement, en janvier, février, mars et avril, il se retrouve dans une situation de contrainte financière forte
Et on peut se demander comment il a réussi à organiser financièrement sa campagne sur ces mois-là et comment il a assuré sa trésorerie également sur ces semaines cruciales de campagne. À Alger, Emmanuel Macron va rencontrer les uns après les autres, souvent secrètement, les hommes d'affaires les plus puissants du pays. En Algérie, les différents clans du régime ont chacun leurs hommes d'affaires attitrés. Dans le clan des services de renseignement, longtemps dirigé par le tout-puissant général Toufik Médienne, on trouve Issa Brebrab, première fortune du pays. Dans le clan opposé, celui du vieux président Abdelaziz Bouteflika et de son frère Saïd, on trouve Ali Haddad, deuxième fortune du pays, et les frères Kouninef, dont l'aîné de la fratrie Reda, quatrième fortune du pays. Les Algériens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le pouvoir algérien, il est malade. Menacé d'emprisonnement en Algérie, désormais réfugié politique en France, le journaliste Abdou Semar nous explique pourquoi ces hommes d'affaires sont intimement liés au régime. La particularité des oligarques algériens, c'est qu'ils ont été fabriqués, c'est-à-dire fabriqués par le système. Al-Brab était très proche des officiers militaires des années 90, des généraux des années de l'establishment militaire des années 90. Donc il a commencé le premier. C'est pour ça qu'il est encore le plus riche. C'est pour ça qu'il est encore en place. Les autres, c'est les enfants, c'est les bébés du régime Bouteflika. Pourquoi? Parce que Bouteflika, en arrivant au pouvoir, pour contrecarrer l'establishment militaire, qui voulait lui contester, qui voulait partager le pouvoir avec lui, il a fait une théorie. Il a dit, eux, ils ont Al-Brab, moi, je vais avoir 100 Al-Brab. C'est-à-dire 100 oligarques. Ce qui a été fait, il y a eu Ali Haddad, deuxième fortune du pays, avec des actifs estimés jusqu'à presque 2 milliards de dollars. Vous avez les frères Kouninef, qui sont réellement les cerveaux de cette oligarchie. Lors de sa courte visite de 48 heures à Alger, Emmanuel Macron va prendre le temps de rencontrer en privé chacun de ces 3 puissants hommes d'affaires. Le 13 février au soir, il dîne discrètement avec Issa Brebrab, première fortune algérienne qu'il avait connue lorsqu'il était ministre de l'économie, car Brebrab possède des actifs en France. Ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt confirme la tenue de ce dîner. Je sais qu'il a dîné avec Issa Brebrab. Et Brebrab, encore une fois, c'est aussi le symbole d'une économie libérale. C'est un homme d'affaires privé. C'est pas, c'est pas les groupes publics algériens. Donc, il connaissait, je crois, assez bien Brebrab. Et d'ailleurs, Brebrab ensuite est venu à Paris lorsque Emmanuel Macron est devenu président de la République. Il a été un des 2 hommes d'affaires algériens invités au sommet de Versailles, la Choose France. Donc voilà, il avait une relation, pas amicale, mais une relation tout à fait cordiale avec Issa Brebrab. Autre rencontre, encore plus secrète, avec les frères Kouninef. Notamment avec Reda, l'aîné de la fratrie, que l'on surnomme le prince des oligarques. Il faut savoir que les Kouninef sont des personnages très discrets. Que leur père, déjà, Ahmed Kouninef, était l'ami intime de Abdelaziz Bouteflika. Et le fils, Reda Kouninef, était l'ami intime de Saïd Bouteflika, le petit frère de Abdelaziz Bouteflika. Donc, ils ont réussi, les Kouninef ont façonné cette théorie. Pour neutraliser Al-Brab, on va constituer un club d'oligarques, comme en Russie. C'était réellement la boîte noire du régime algérien. C'est pas le genre de personnes qui pouvaient se présenter dans un lieu public avec beaucoup de gens pour pouvoir les rencontrer, pouvoir se rencontrer. Ça, je peux vous le certifier. L'avocat Jean-Pierre Mignard, qui accompagnait Emmanuel Macron en Algérie, ici à droite de l'image, nous confirme la rencontre. Il ne rencontre pas que Brebrab et Haddad, il rencontre aussi Kouninef. Je ne sais pas si vous savez. Oui. Enfin, souvenez-vous, en fin de matinée, le 14 février, Emmanuel Macron rencontre les patrons algériens, dont Ali Haddad. Mais selon le journaliste Mark Endeveld, avant cette rencontre officielle, Macron et Haddad se seraient rencontrés discrètement à l'hôtel El Orassi, à l'abri des caméras.
aurait également été présent le franco-algérien Alexandre Djouri. Proche de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy, Djouri est alors soupçonné par la justice française d'être impliqué dans le supposé financement libyen de Nicolas Sarkozy en 2007. Voici comment ce célèbre intermédiaire en gros contrat, notamment d'armement, se présentait sur France 3 début 2019. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes apporteur d'affaires. Quel est précisément votre travail, votre rôle? Je pense que je fabrique les affaires. Je ne suis pas un apporteur d'affaires. Je trouve des solutions là où c'est difficile d'en trouver. Quand j'enquête sur le voyage d'Emmanuel Macron en Algérie en février 2017, j'apprends à travers 3 sources différentes qu'il y aurait eu une rencontre Alexandre Djouri et Emmanuel Macron à l'hôtel Al-Horaci au moment où Emmanuel Macron rencontre par ailleurs le grand patronat algérien et donc Ali Haddad, et il y aurait eu un conciliabule avec différentes personnes. Quand je cite différentes personnes ayant participé à ce conciliabule, ces personnes-là n'ont pas démenti la rencontre. Très bien introduit auprès du régime algérien, Alexandre Djouri serait notamment proche de Ali Haddad et des frères Kouninef, les affairistes liés au clan Bouteflika. Djouri a été l'intermédiaire du régime algérien dans énormément d'affaires internationales, notamment des opérations d'acquisition d'armes, notamment certains dossiers géopolitiques en Afrique et dans le monde et dans le Moyen-Orient. Là, il jouait un rôle important. Il avait surtout une relation particulièrement forte avec les oligarques algériens, dont notamment les frères Kouninef et Ali Haddad, l'ancien patron du patronat algérien. Il y avait des relations très particulières. Ils se rencontraient souvent à Alger. C'est un homme très puissant en Algérie. Très puissant. C'est un mec très, très, très puissant en Algérie. Il en connaît beaucoup de choses. Tu vois, Djouri, c'est... Des mecs comme Djouri, ça fait partie des réseaux, des véritables décideurs de la relation franco-algérienne. C'est pas les politiques qui décident. Ce sont des mecs comme Djouri. Cette rencontre avec Emmanuel Macron, Alexandre Djouri ne nous l'a ni confirmé ni démenti. Mais d'autres observateurs l'ont également évoqué au cours de notre enquête. Célèbre marchand d'armes français, lié au service algérien depuis les années 1980, Bernard Chenel a lui aussi eu vent de cette rencontre secrète entre Macron et Djouri à Alger en février 2017. Il y a eu un déjeuner d'organisé avant qu'il soit président, à la campagne. Comme par hasard, c'est Djouri qui a préparé ce déjeuner. Il était intime avec un monsieur qui s'appelle Haddad. Le déjeuner a été organisé avec ce monsieur Haddad. Il y avait Djouri, Benalla qui était là comme par hasard. Alexandre Benalla, qui accompagnait Emmanuel Macron lors du voyage, aurait donc lui aussi été présent. Lui le conteste. Selon Bernard Chenel, ce petit déjeuner secret à l'hôtel El-Horaci visait à s'accorder sur les conditions du soutien des milieux d'affaires algériens à la candidature d'Emmanuel Macron. Haddad dit à Macron, je t'aide financièrement, entre parenthèses comme a fait Kadhafi avec Sarkozy, la même chose, je t'aide financièrement dans la mesure où tu tiendras le langage de reconnaître en tant que président que tu seras les atrocités du comportement de France dans la bataille d'Alger et les atrocités qu'un président enfin les reconnaisse. Et il y aura un rapprochement entre la France et l'Algérie. L'histoire de Haddad et de Macron et du déjeuner, qui vous l'a raconté ? Les services secrets, je vous l'ai dit, algériens. Selon une source algérienne proche des services de renseignement, le président du Forum des chefs d'entreprise algériens aurait effectivement incité ses collègues à financer le candidat Macron. Il ne sait pas qu'il est enregistré. En 2017, ils ont organisé la visite de Macron à Alger. C'était le patronat. À la tête du patronat, c'était Haddad. Et les gens du patronat, ils ont tous mis la main à la poche pour le financement de le truc. Tous, sans exception. Celui qui dit non, il aura des problèmes. D'accord? Donc, ils ont tous mis... donc, Haddad, c'était qui fait la collecte.
D'accord? Contacté à propos de ces accusations, l'avocat de Ali Haddad ne nous a pas répondu. À supposer que nos témoins disent vrai, pourquoi le patron des patrons algériens et ses collègues œuvrant sous la protection du vieux président Bouteflika auraient-ils apporté leur aide au candidat Macron ? C'est quoi les faveurs dont ils avaient besoin? D'abord, ils n'avaient pas besoin des faveurs de Macron, ils avaient besoin des faveurs de la France. C'est quoi? C'est de pouvoir garantir au clan Bouteflika une protection de la France. C'est ce qu'ils voulaient, de continuer à ce que la France continue à soutenir le clan présidentiel à travers un soutien direct, des relations bilatérales de plus en plus fortes pour que le régime Bouteflika, qui était malade, absent, etc., paraisse comme étant un régime normal. Ancien banquier algérien au cœur du pouvoir dans les années 1990, Omar Bendera confirme que le régime algérien a souvent obtenu la complaisance de politiques français en échange d'un soutien financier. Mais il faut bien savoir que les dirigeants d'Alger ne sont pas des idéologues. Ils sont extrêmement pragmatiques. Pour eux, ce qui compte, ce qui est fondamental, ce n'est pas l'intérêt de l'Algérie, c'est l'intérêt du régime. Ce sont deux choses distinctes. Ce qui importe aux généraux qui sont les décideurs ultima ratio du pouvoir en Algérie, ce n'est pas la défense de l'intérêt général algérien, ce n'est pas la défense des intérêts du peuple algérien. Ce qui les intéresse, c'est la défense de leurs intérêts à eux en tant que système. Donc, ils vont effectivement aider, entre guillemets, prêter assistance à toutes les forces politiques qui peuvent en retour les aider, qui peuvent en retour les couvrir et les soutenir politiquement, diplomatiquement, etc. Donc, face à la société politique française, ils vont avoir une attitude très, j'allais dire, non discriminante. Ils vont financer tout le monde. Le candidat d'En Marche aurait-il apporté son soutien au clan Bouteflika en échange de promesses de financement politique ? À la fin de son voyage de 2 jours en Algérie, il va faire une déclaration inattendue. Le soir du 14 février, une chaîne privée algérienne reçoit Emmanuel Macron. Bienvenue sur Sholok News pour cet entretien spécial avec Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre français de l'économie, candidat à Une question lui est alors posée sur la colonisation française en Algérie. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Historiquement osée, cette déclaration va combler le pouvoir algérien, mais provoquer un énorme tollé en France, à gauche comme à droite. En Algérie, M. Macron a osé dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Cette détestation de notre histoire, cette repentance permanente est indigne d'un candidat à la présidence de la République. C'est un sujet très douloureux, donc on doit parler avec précaution et pas dire de bêtises, parce que quand on dit crime contre l'humanité, il faut bien se rendre compte d'une chose, un crime contre l'humanité, c'est imprescriptible. Donc que propose M. Macron? De réunir un tribunal pour rattraper ceux qui restent et les envoyer à faire un Nuremberg sur l'Algérie. Enfin, c'est de la folie. Au cœur même de la délégation d'Emmanuel Macron, sa déclaration va provoquer une sidération. L'avocat Jean-Pierre Mignard lui avait bien suggéré de reconnaître des atrocités commises par la France. Mais il n'imaginait pas que le candidat d'En Marche irait aussi loin. J'ai bien eu le sentiment qu'il y avait eu un émoi au sein de la délégation. Moi-même, j'étais d'ailleurs étonné parce que ce que je lui avais soufflé à l'oreille n'était pas du tout jusqu'à ce seuil-là. Je vous le dis très franchement, je ne lui aurais pas conseillé cela. Voilà. Xavier Driancourt, qui avait rencontré le candidat d'En Marche avant son voyage en Algérie, lui avait également conseillé d'être prudent. Moi, il se trouve que je l'avais vu quelques jours avant qu'il aille à Alger, en février 2017. Et justement, je lui avais dit... Monsieur le ministre, parce qu'il n'était pas président, donc je ne l'appelais pas Monsieur le Président, je lui ai dit, Monsieur le ministre, si j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de faire très attention à ce que vous direz à Alger.
Parce qu'à Alger, vous vous adressez non seulement aux Algériens d'Algérie, mais vous serez entendu, écouté par les Algériens de France, les Franco-Algériens, les Pieds Noirs et les Harkis. Donc voilà, soyez très prudents dans ce que vous direz en Algérie. Mais je n'ai pas été écouté. Formidable. Alors pourquoi le candidat d'En Marche a-t-il pris le risque de braquer des millions d'électeurs contre lui à 2 mois de la présidentielle? Pour le partenariat entre la France et l'Algérie. Merci à vous. Et à bientôt peut-être, après l'été peut-être? À très vite, je l'espère fortement. Sa déclaration sur les crimes contre l'humanité entrait-elle dans le cadre d'un deal avec Alger? C'est ce que nous a affirmé un proche du régime qui a souhaité conserver l'anonymat. Qu'est-ce qui s'est joué en fait? C'était quoi le Je dirais, ça fait l'objet d'une sensibilisation. Vous voulez que la visite de votre candidat réussisse, il serait bien qu'il reconnaisse crime contre l'humanité. D'accord, donc c'était une demande algérienne. Une sensibilisation. Macron l'a accepté. Il a accepté. Et donc sa visite a été un triomphe. Ça a été un triomphe. Bernard Chenel en est aujourd'hui persuadé. Cette déclaration d'Emmanuel Macron aurait été prononcée en échange d'une promesse de soutien financier. Bon, donc il a reconnu les atrocités françaises. Est-ce qu'ensuite, vous pensez qu'il a été financé? Bien sûr. Enfin, d'après vous, il se lance là-dedans, pourquoi? C'est gratuit. Aucun président a osé le dire, ça. Il le fait pour de l'argent. Mais enfin, vous êtes naïf ou quoi? L'autre, aucune expérience politique, il est tombé dans le panneau, il a dit d'accord. Et il a cru bien faire avec sa jeune expérience, c'est son problème, et il a balancé, il a culpabilisé la France. Rappelez-vous l'effet que ça a fait en France. Une conviction, mais aucune preuve. À ce stade de notre enquête, nous contactons l'Élysée. Allô? Oui, allô, bonjour, Yanis Mamdi, je suis journaliste pour Off Investigation. Je vous ai envoyé un mail il y a une quinzaine de jours concernant un documentaire d'investigation que je fais sur les relations entre le président de la République et le pouvoir algérien. Oula, je vous avoue que là tout de suite avec l'actualité du moment, je pense pas qu'ils vont pouvoir vous répondre à l'instant T. Est-ce que vous pouvez me relancer, je leur retransfère le mail et insister là-dessus et moi je leur transfère. Très bien. Est-ce que vous pourriez juste préciser que, selon notre enquête, en février 2017, quand Emmanuel Macron se rend en Algérie, il rencontre les hommes d'affaires les plus riches du pays. On voulait donc savoir s'il avait eu un soutien financier de leur part. Je vais transférer votre message. Je ne peux rien faire de plus. Si Emmanuel Macron refuse de nous répondre, très bien, je vous remercie. Le financement de la vie politique française par Alger est une tradition de la France-Algérie. Journaliste spécialiste du Maghreb passé par Le Monde, Libération ou encore Le Canard enchaîné, Nicolas Beau a longtemps enquêté sur la tendance des politiques français à se faire financer par le régime algérien. C'est une tradition pour les politiques français d'aller chercher de l'argent à Alger. Alors ça a fluctué selon les moments entre la gauche et la droite. À la fin des années 1970 par exemple, pour faire tomber Giscard, Alger aurait financé la campagne de François Mitterrand. L'ambassade d'Algérie en France va créer une petite société expansiale en 1979 chargée d'audit sur les projets éventuels franco-algériens. En fait, c'était une boîte noire pour financer les politiques amis, notamment ceux du Parti socialiste. C'était écrit, je l'ai écrit, que l'Algérie va aider financièrement la campagne de François Mitterrand, à tel point d'ailleurs qu'une fois Mitterrand élu, Mitterrand qui était peut-être pas un ingrat par rapport aux gens qui l'ont aidé durant tout son parcours, va organiser un nouvel accord sur le gaz, d'où il ressortait que le gaz algérien serait payé 30% plus cher qu'il ne l'était avant 1981. Une façon pour Mitterrand de renvoyer l'ascenseur et de remercier l'Algérie pour son aide pendant la présidentielle. Et sous la Ve République, la droite aurait également sollicité les largesses d'Alger. Jacques Chirac, son premier voyage officiel en Algérie, à l'invitation de son homologue algérien, M. Ibrahimi, qui l'accueille ici.
En 1986, lors d'une visite officielle à Alger, le Premier ministre Jacques Chirac aurait fait une étrange demande aux dirigeants algériens. Ouvrir leur marché à Daewoo, un géant sud-coréen qui finançait alors le RPR. C'est ce que révélait en 2003 sur Canal+, l'ancien Premier ministre algérien Abdelhamid Brahimi. Et bon, au cours du dîner officiel offert par le président Chadli, à sa droite était donc Jacques Chirac et moi j'étais à la droite de Jacques Chirac. Et donc ils discutaient, etc. Et puis Jacques Chirac pensait que c'était la même mafia, hein. Moi je n'ai jamais été. Il me dit, essayez de m'aider pour la campagne électorale. Et pour cela, donner un marché à Daewoo. Et nous sommes en contact avec eux. C'est une entreprise sud-coréenne. Et il est en rapport avec nous. Et il finance notre parti, etc. Nous avons des canaux, nous avons des mécanismes pour cela, etc. Voilà. Et ensuite, nous ferons... Et ça ne s'arrête pas là. Dans les années 1970, selon Omar Bendera, l'Algérie serait même allée jusqu'à financer des organisations de rapatriés d'Algérie, telles que le Recours. Le rapatrié veut faire entendre sa voix lors des prochaines échéances électorales. On sait aujourd'hui qu'un des dirigeants de l'extrême droite française, originaire de l'OAS, Jacques Roseau, dans les années 70, qui était présidait une association qui s'appelait Le Recours, Jacques Roseau avait été financé par l'Algérie. Donc c'est vous dire l'extrême, ouverture d'esprit, l'extrême œcuménisme des dirigeants algériens. Emmanuel Macron a-t-il bénéficié des mêmes largesses que ses prédécesseurs ? À quelques mois de la présidentielle de 2017, en tout cas, d'importantes sommes d'argent liquide à la provenance indéterminée étaient apparues au cœur de sa campagne. Le 17 avril 2017, Emmanuel Macron organise à Paris-Bercy le plus grand meeting de sa campagne devant 20 000 spectateurs. Pour gérer l'affluence, En Marche va mobiliser énormément d'agents de sécurité. Problème, beaucoup d'entre eux vont être payés en liquide avec des fonds d'origine indéterminés. Des pratiques douteuses qui vont parvenir aux oreilles du Conseil national des activités privées de sécurité, une autorité administrative dépendant du ministère de l'Intérieur. En janvier 2022, Mediapart révèle l'affaire. Des enquêteurs du CNAPS ont découvert au cours de leur enquête que des prestations vraisemblablement illégales avaient été réalisées au cours de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron en marge de certains meetings, c'est-à-dire concrètement des équipes qui étaient mobilisées, des agents de sécurité qui ont sécurisé un certain nombre de meetings, notamment le plus grand meeting de Bercy, en avril 2017, ont été rémunérés avec de l'argent liquide. Évidemment, les enquêteurs du CNAPS sont des gens sérieux et ils vérifient des allégations. Ils les jugent en tout cas suffisamment corroborées et sérieuses pour lancer une enquête. Et ils vont découvrir auprès de leur enquête que non seulement ce que leur a avancé leur source initiale s'avère totalement véridique, mais en plus de ça, qu'un certain nombre d'acteurs, y compris de la campagne, reconnaissent que du personnel a été employé sans être déclaré et avec de l'argent en cash qui a été utilisé dans la campagne. Au cœur de ce système, deux responsables. Alexandre Benalla, alors directeur de la Sûreté d'En Marche, et Fortunato Basile, un de ses amis qui dirige une entreprise de sécurité. La personne qui finalement a mis en place ces recrutements-là et qui est un peu la cheville ouvrière de ce système, c'est un homme qui s'appelle Fortunato Basile, qui travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de la sécurité privée, qui a une connaissance depuis plusieurs années aussi d'Alexandre Benalla, qui a reconnu un certain nombre de choses aussi dans l'enquête administrative, et notamment le fait qu'il y avait eu du personnel non déclaré sur des événements, et qui est en lien direct avec Alexandre Benalla. Ils se connaissaient déjà avant,
Et donc, lui-même va expliquer qu'il travaillait pour le compte d'Alexandre Benalla, qui était la personne chargée de la sécurité d'abord pendant la campagne présidentielle, puis à l'Élysée. Et d'ailleurs, Fortunato Basile sera reçu avec un certain nombre de personnes à l'Élysée. On a des photos sur le perron de l'Élysée et puis à l'intérieur avec Emmanuel Macron, à l'initiative d'Alexandre Benalla, ce qui montre encore une fois la proximité pendant la campagne, mais aussi après entre ces deux hommes. Contacté, Alexandre Benalla ne conteste pas l'utilisation d'argent liquide. Mais l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron affirme qu'il s'agissait de défraiements à hauteur de 5 000 € pour des bénévoles. Une version contredite par les policiers du CNAPS. Suite à leur enquête, ils vont signaler les faits au parquet de Grasse et demander à leur patron Cyril Maillet d'ouvrir une enquête administrative. Mais ce préfet, proche de Claude Guéant, nommé à la tête du CNAPS par Emmanuel Macron en 2018, décide de classer l'affaire. Quand il reçoit finalement la synthèse du service d'enquête, on apprend, et on a récupéré un document qui est absolument accablant là-dessus, que contre l'avis de 3 sous-directeurs, il décide lui-même personnellement de classer l'affaire, c'est-à-dire d'absoudre tous les acteurs de poursuites administratives. Joint par téléphone, le patron du CNAPS confirme qu'il n'a pas lancé d'enquête administrative. C'est pas notre rôle à demander aux fiscaux ou demander à je sais pas qui. On n'a pas de moyens d'investigation. On n'est pas des enquêteurs de police ou quoi que ce soit. Nous, on regarde uniquement si les personnes ont leur carte autorisée à travailler dans la sécurité privée. C'est tout. C'est vraiment un établissement public qui fait un contrôle de très bas niveau. On a quand même le sentiment que vous avez voulu protéger le président en clôturant ce dossier. Mais ceux qui imaginent ça, ils connaissent pas la manière dont ça fonctionne. Mais en quoi ça protégerait de quoi ? L'argent liquide d'En Marche provenait-il d'Alger ? Vive la République! Vive la France! Faute d'enquête administrative du CNAPS, seule la justice pourrait désormais répondre à cette question. Mais ce qui intrigue, c'est qu'une fois devenu président de la République, Emmanuel Macron va donner à plusieurs reprises l'impression d'être piégé par de puissants intérêts algériens. Devenu président de la République, Emmanuel Macron se rend de nouveau à Alger en décembre 2017. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Vous allez bien? Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu ce mercredi à Alger avec son homologue français, Emmanuel Macron, en visite d'amitié et de travail en Algérie. Pour l'occasion, une réception à l'ambassade de France va être organisée en son honneur. Alors qu'il est recherché par la justice française qui souhaite l'interroger dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, Alexandre Djouri va obtenir de l'Élysée une incroyable faveur. Être invité officiellement à cette soirée par Emmanuel Macron. Donc là, il revient comme président de la République, il rencontre les officiels algériens à l'époque, et effectivement, lors de cette grande soirée organisée à l'ambassade de France, est présent Alexandre Djouri. Donc Alexandre Djouri, homme d'affaires, intermédiaire de la vie politique française, poursuivi à l'époque et toujours aujourd'hui dans le dossier du financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, il a une notice rouge à Interpol
à l'époque qui est déposée, et le Canard enchaîné révèle 2 jours après cette soirée-là qu'il a été invité en bonne et due forme, qu'il avait un carton d'invitation et qu'il était présent lors de cette soirée-là. Comment Alexandre Djouri, alors qu'il était recherché par la justice française, a-t-il pu en toute impunité être invité à une soirée officielle en présence du président de la République ? L'Élysée aurait accédé à une demande de Reda Kouninev, l'homme d'affaires qu'Emmanuel Macron avait rencontré en février 2017. C'est en tout cas ce qu'affirme Abdou Semar. Cette rencontre a été organisée sous la pression des frères Kouninev, notamment de Reda Kouninev, qui a racheté d'ailleurs la résidence de l'ambassade de France à Alger pour une 60aine de millions d'euros, qui a été très ami avec Xavier Driancourt. Et c'est lui qui a insisté, qui a fait du lobbying pour que Djouri soit invité durant la même soirée où Emmanuel Macron est arrivé. Après, l'objectif était de faire rencontrer les 2 hommes. Les Kouninev voulaient que la France tourne la page avec Djouri, que Djouri essaye de sortir un peu de ses affaires judiciaires en France. Est-ce que ça a marché? Je n'en ai pas une grande idée, mais tout ce que je sais, c'est comme ça que ça s'est organisé. Il n'y a pas eu... L'ambassadeur de France à Alger à l'époque a subi réellement un fort lobbying et beaucoup de pression dans ce sens-là. Une affirmation que ne dément pas Xavier Driancourt. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que c'est justement Kouninev qui aurait donc, à l'époque, aidé Emmanuel Macron, vous aurait proposé d'inviter Alexandre Djouri, parce qu'Alexandre Djouri voulait bien se faire voir par Emmanuel Macron. Vous êtes bien renseigné, mais non, vraiment, ça, je ne peux pas répondre. Pourquoi l'Élysée a-t-il accédé à la demande des frères Kouninev en invitant à l'ambassade le sulfureux intermédiaire franco-algérien ? Emmanuel Macron était-il sous pression d'Alexandre Djouri ? Dans un ouvrage publié en 2019 par 2 journalistes du Monde, l'homme d'affaires franco-algérien affirmait avoir cofinancé sa campagne de 2017. Macron, c'est un pote. J'ai filé 18 millions d'euros pour sa campagne. On a dîné ensemble à Alger. Contacté suite à cette déclaration explosive, Alexandre Djouri s'est contenté de nous écrire « Merci, je n'ai aucune compétence en la matière, bien à vous. » L'Élysée n'a pas non plus souhaité commenter ces affirmations. Mais en mars 2020, après avoir été extradé de Grande-Bretagne, mis en examen notamment pour corruption active dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy, et emprisonné à Fresnes, Alexandre Djouri a bénéficié d'une mesure de clémence, une libération sous bracelet électronique, officiellement pour raison de santé. Quelques mois plus tard, Paris l'autorisait même à quitter l'Hexagone pour retourner tranquillement en Suisse, où il réside dans la banlieue de Genève. Mais la complaisance d'Emmanuel Macron à l'égard des milieux d'affaires algériens va bientôt se retourner contre la France. En février 2019, des millions d'Algériens sortent dans la rue pour dire non à un 5e mandat consécutif du très affaibli président Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans. C'est le début du Hirak, mouvement en arabe, la plus grande révolte populaire algérienne depuis les années 1990. On va pas s'arrêter, on se bat pour une vie digne, pour une vie décente, on en a marre de la corruption, on en a marre de ce pouvoir depuis 20 ans. On ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, le peuple est en train de reprendre confiance en lui. Il y a une sorte d'espoir. Xavier Driancourt était alors en poste à Alger. Le 8 mars 2019, 13 millions d'Algériens sortent dans les rues. 13 millions de manifestants dans toute l'Algérie. 13 millions de manifestants sur une population de 43 millions, c'est énorme.
En France, à la même époque, 200 000, 300 000 gilets jaunes mobilisaient police et gendarmerie, toutes les forces de l'ordre. En Algérie, 13 millions de manifestants, c'est énorme, énorme, dans toutes les grandes villes algériennes. Donc voilà, beaucoup de questions se posaient au début de ce mouvement, le Hirak. Face à la révolte populaire, au lieu de quitter enfin le pouvoir, Abdelaziz Bouteflika va s'obstiner à rester en poste, quitte à annuler les élections. Furieux de ce tour de passe-passe, les Algériens persistent à réclamer son départ. Pourtant, en déplacement à Djibouti, Emmanuel Macron va continuer à soutenir Bouteflika. Sur la situation ensuite en Algérie, vous l'avez dit, je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. Mais en avril 2019, un événement historique va mettre à nouveau la France en porte-à-faux. Abdelaziz Bouteflika abdique face à la rue. Le nouveau pouvoir, incarné par le général Gaïd Salah, lance alors une purge à l'encontre du clan présidentiel déchu. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert aujourd'hui en Algérie, à 8 jours seulement de la présidentielle, si contestée. La comparution très contestée aussi de 2 anciens premiers ministres et toute une ribambelle de politiques et d'hommes d'affaires, tous plus puissants les uns que les autres, jusqu'à un certain mois de juin 2019, il y a 6 mois à peine, et avec la chute d'Abdelaziz Bouteflika, celle de ses nombreux proches. Pas tous, c'est d'ailleurs ce qui provoque la suspicion d'une partie de l'opinion publique algérienne. Les affairistes du clan Bouteflika, qui avaient rencontré Emmanuel Macron en février 2017, sont envoyés devant les tribunaux. Ali Haddad écopera de 12 ans de prison, notamment pour financement occulte de campagne électorale. Pareil pour les frères Kouninef, qui écoperont pour leur part de 16 ans, 15 ans et 12 ans de prison. En décembre 2019, place à un nouveau président, Abdelmajid Tebboune. Élu avec un taux de participation de seulement 39%, le plus bas dans l'histoire du pays, Tebboune a du mal à trouver grâce aux yeux d'une population qui continue de manifester. Le nouveau pouvoir décide alors d'emprisonner arbitrairement des manifestants, journalistes et opposants politiques. Ce régime est un régime qui montre toute sa réalité de régime autoritaire, despotique, tyrannique, violent. Elle commençait à réprimer de manière brutale le Hirak. Il arrête des dizaines et des dizaines de personnes sous titre de leur liberté d'expression. Il y a plus de 200 détenus d'opinion en Algérie aujourd'hui. La torture est pratiquée à large échelle, y compris dans ses aspects les plus ignobles et les plus atroces d'atteinte à la dignité humaine. Malgré cette répression à grande échelle, en novembre 2020, Emmanuel Macron va continuer à soutenir le régime algérien. Je vous le dis franchement, je ferai tout ce qui est en mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Il est courageux. On ne change pas un pays, des institutions et des structures de pouvoir en quelques mois. Pour Jean-Pierre Mignard, Emmanuel Macron aurait pu être moins complaisant. La France a parfaitement le droit de dire que si des manifestations lui apparaissent réprimées alors que l'ordre public n'est pas menacé, que la presse est maltraitée, elle peut le dire. Je ne vois pas pourquoi la France s'interdirait de donner son opinion sur ce qui se passe en Algérie, surtout que ne le faisant pas, une grande partie de la population algérienne et de la jeunesse algérienne considère qu'il y a une espèce de pacte, de complot entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Et effectivement, le soutien de Macron au régime d'Alger va choquer de nombreux Algériens.
En octobre 2021, recevant à l'Élysée une vingtaine de jeunes d'origine algérienne, le président français va pour la première fois tenter de prendre ses distances à l'égard d'Alger, qu'il accuse d'entretenir une rente mémorielle. Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s'est construit sur cette rente mémorielle. On voit que le système algérien est fatigué, le Irak l'a fragilisé. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. Je crois que c'est très bien de dire les choses, parce que avec l'Algérie, ce qui m'a frappé durant mes 2 séjours, et d'une manière générale, c'est que notre classe politique française est très gênée et handicapée sur l'Algérie. Mais aux jeunes reçus à l'Élysée, Emmanuel Macron a aussi tenu d'autres propos qui vont choquer Alger. La construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c'est la question. Furieux de cette déclaration, Alger rappelle son ambassadeur et suspend le survol de son territoire par les avions militaires français engagés au Sahel. Puis, Ramtan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères qui avait accueilli Macron en février 2017, souvenez-vous. Il vous parlera après. Bonjour, je viens vous voir après. Au revoir, mon ami. Va rappeler à l'ordre le président français lors d'une visite au Mali. Écoutez bien. Dans les relations que nous constituons avec le partenaire français, il y a une logique de donner et de recevoir. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas j'allais dire, d'offrande à sens unique. La lutte de libération nationale du peuple algérien a contribué à l'accélération de cette histoire et nous en sommes très fiers. Un mois plus tard, Emmanuel Macron fait machine arrière. Le président de la République regrette les polémiques et les malentendus engendrés par les propos rapportés. Le président Macron a le plus grand respect pour la nation algérienne, pour son histoire et pour la souveraineté de l'Algérie. Les 2 régimes font semblant de se détester. En fait, c'est comme une liaison dangereuse. C'est comme des amants qui se rencontrent secrètement, mais qui ont des vies parallèles. Conséquence du soutien de Paris au régime d'Alger, beaucoup d'Algériens de France sont aujourd'hui déçus par Emmanuel Macron. Les généraux terroristes. Les généraux terroristes. Je voudrais dire à Macron, c'est qu'il faudrait qu'il arrête un petit peu cette boucle infernale qui existe depuis 1962, c'est-à-dire que l'Élysée et la France officielle a toujours été complices des dictatures africaines d'une manière générale et de l'Algérie en particulier. Donc aujourd'hui, moi, en tant que franco-algérienne vivant en France et qui défend aussi les valeurs de la République française, qui sont égalité, fraternité, liberté, bien entendu, je les veux aussi pour l'Algérie qui est mon pays d'origine. Donc ce que je souhaite dire à Macron, c'est qu'il est temps de laisser le peuple algérien construire son pays, une véritable démocratie. C'est lui qui devra choisir. Quel que soit son choix, il faudra le respecter. Parce que de toute façon, le peuple algérien connaît parfaitement bien ses propres intérêts. La France de Macron, pas le peuple français, mais la France de Macron et de Le Drian est totalement complice du régime algérien qui depuis 2019 a emprisonné et mis en garde à vue quelque chose comme 7 à 8 000 personnes. Il y a quelque chose comme 400 personnes en prison. Il y a quelque chose comme 90 personnes en grève de la faim depuis 25 jours. Et ce, devant l'omerta totale de la communauté internationale qui fait semblant de ne pas le savoir. Tout ça pour des contrats gaziers, des contrats pétroliers, des contrats d'exploitation. Nous, on dit à M. Macron et à M. Castex qu'une vie humaine ne se marchande pas. On ne doit pas traiter avec des régimes totalitaires comme le régime algérien. Le régime algérien, sa seule vocation est de disparaître.
En attendant, à Alger, le régime est toujours en place. Alors, depuis quelques années, de plus en plus de jeunes ayant perdu espoir dans leur pays tentent de rallier l'Europe sur des embarcations de fortune. On appelle cela le phénomène des haragas. Voici une de leurs vidéos postées sur les réseaux sociaux. Entre misère d'une traversée et espoir d'un monde meilleur. À 4 000 € la traversée vers l'Europe par personne, les haragas sont devenus rentables pour les businessmen algériens. 4 000 € pour recommencer sa vie de l'autre côté de la Méditerranée. En 2021, près de 10 000 jeunes Algériens ont ainsi rallié l'Espagne au péril de leur vie. Le régime ne se préoccupe pas de l'intérêt général, mais se préoccupe de l'intérêt de ceux qu'il dirige, simplement. Et donc, voilà ce que la France démocratique, la France des libertés soutient en Algérie. Oui. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez pu le voir, c'est grâce à des dons effectués par des milliers de citoyennes et de citoyens comme vous. Off Investigation, c'est des enquêtes que les chaînes de télé n'osent plus produire. Notre liberté éditoriale est totale parce que contrairement aux médias mainstream, on est financé principalement par vous. Résultat, on peut révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.